c'est ou bien Marcel Batquet ou Julien Corr. Pour enchaîner sur ce qu'a, mesdames et messieurs, pour enchaîner ce que vous a expliqué et raconté notre ami Paul Jacob, je me contenterai tout simplement de vous donner des précisions sur les noms et sur les activités des différentes personnalités qui ont joué un rôle de 1900 jusqu'à 1939. Avant, je voudrais tout simplement donner une précision sur le lieu où était située la synagogue à Mulhouse. Elle était d'abord rue du Sauvage, ensuite elle était rue Sainte-Claire, et finalement, je crois que c'était en 1843 ou 45 que la synagogue actuelle a été inaugurée. 49. Bon. Ben, précisément, je voudrais, si je fais une erreur ou si je oublie quelque chose, je vous prierai de me le faire remarquer. Parce que toutes mes notes là que j'ai prises sont basées sur des souvenirs personnels. Je n'ai rien recherché dans aucun document, donc c'est uniquement de mémoire que j'ai pris ces notes. Donc en 1900, les grands administrateurs, aussi bien du consistoire, du Haut-Rhin, que de la communauté de Mulhouse, étaient des membres de la famille Lanz. C'étaient deux frères. M. Lazar Lanz était président du consistoire et M. Isaac Lanz était président de la communauté. À ce propos de M. Lazar Lanz, je dois dire qu'en dehors de son activité juive, comme président du consistoire, il était aussi le ministre des Finances de la ville de Mulhouse, c'est-à-dire il était, je crois, président de la commission des finances du conseil municipal. Et, chose déjà assez importante, il collaborait pour le bien de la ville de Mulhouse, pas seulement sur le terrain financier, mais aussi sur le terrain moral, en collaboration étroite avec le chanoine Winter de l'église Saint-Étienne. Et un souvenir, j'ajouterai un souvenir personnel, M. Lazar Lanz étant décédé en 1909, il a eu des funérailles municipales, c'est-à-dire même la communauté l'a distingué en admettant qu'on fasse son enterrement à la synagogue. Je me rappelle, c'était un enterrement extraordinaire auquel participait toute la ville, pas seulement tous les rabbins du Haut-Rhin qui étaient là en tenue, tous les ministres officiants, enfin tous ceux qui avaient une fonction étaient présents, suivaient le cortège jusqu'au cimetière à la sortie de la synagogue. Il y avait les sœurs, les religieuses catholiques, avec les orphelinats catholiques. Il y avait des représentants, naturellement, du conseil municipal, etc. Enfin bref, il y avait des couronnes, on ne pouvait pas l'éviter à l'époque, mais qui n'entraient pas à la synagogue, naturellement, qui étaient portées sur des chaises, chaque couronne séparément, sur des chaises par deux porteurs. Et puisque je vous ai parlé du chanoine Winter, ça ne nous touche pas directement, il avait exactement le même enterrement puisqu'il est mort très peu de temps après lui. Donc après la famille Lanz, la communauté était présidée par M. Charles Bloch, si je ne me trompe, qui était le père de Armand Bloch et de Jojo Bloch. Et comme M. Charles Bloch est décédé relativement jeune, la chose était ouverte, la candidature pour la présidence de la communauté était ouverte. Et alors, contrairement à ce que nous avons vu après la guerre 14-18, il y avait une émulation, il y avait une bataille électorale, il y avait
des clans politiques, si on pouvait nommer ça, qui se disputaient le vote des électeurs. Un de ces groupes était présidé par M. Alphonse Ginsburger et l'autre par M. Armand Bernheim, qui était le grand patron de la maison Léopold Bernheim. Et c'est finalement M. Ginsburger qui l'a emporté pour la présidence de la communauté. Par contre, M. Armand Bernheim a pris sa revanche en devenant président du consistoire. M. Alphonse Ginsburger est secondé, je ne sais pas si vous vous rappelez encore les uns ou les autres, par M. Édouard Lévy, par M. Lou Dreyfus, qui était le vice-président pendant de longues années, même chez les successeurs de M. Ginsburg, par M. Villard, je crois M. Léopold Villard, hein, si je me trompe, Henri Isidore, hein, Isidore, ah ben, oui, parce qu'il y avait un de Henri Ullmann, qui était de la maison Ullmann fils aîné, et un Romoc. Monsieur Armand Bernheim, lui, il avait comme supporter M. Braunschweig, qui était boulanger, rue Poincaré, dans l'actuelle rue Poincaré, père de Mme Klein, et je crois aussi le docteur Elias. Les autres, je ne me souviens plus. En tous les cas, la bataille était assez rude, et il y avait même des suites qui duraient assez longtemps, c'est-à-dire il y a eu des fâcheries, il y a eu des vexations, etc. M. Ginsburger était, comme vous l'a expliqué tout à l'heure, Paul Jacob avait une activité extraordinaire. Non seulement qu'il avait une affaire extrêmement importante, mais il était, comme l'a dit Paul Jacob, il était président de la Caisse d'épargne, et il a trouvé moyen d'être à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures dans son affaire, de 8 heures à 9 heures, et ceci tous les jours, à la Caisse d'épargne, et après 9 heures, il venait à la communauté. Et il poussait ses vérifications tellement loin, et là je vous cite une anecdote personnelle, qu'un beau jour, il est monté chez mon père, parce que nous habitions la communauté, la maison de la communauté, lui apportant une enveloppe avec une somme de un peu plus de 100 marks qu'il avait trouvé qu'on avait frustré pendant des années de un ou de deux pfennig en lui défalquant de trop pour la sécurité sociale qui marchait déjà, la caisse des malades à l'époque chez les Allemands. Alors, vous vous rendez compte de la minutie et du travail fourni par M. Ginsburg. Une autre anecdote concerne la famille Ullmann, qui faisait partie de la communauté. Vous savez que M. Henri Ullmann, donc, je vous ai dit tout à l'heure, faisait partie de la maison de la famille Mayer-Ullmann, Ullmann fils aîné, qui avait une maison de tissu en gros assez importante. La parente est morte à l'hospice. Oui, il n'y a pas longtemps, c'est la Marie Ullmann qui était là, Madame Henri Ullmann. Oui, M. Mayer-Ullmann, qui faisait du commerce, même à l'exportation, mais n'en faisait pas avec les pays d'outre-mer. Et savez-vous pourquoi? Il ne voulait pas que ses marchandises voyagent sur un bateau. Je vous cite ça pour vous donner un exemple de l'état d'esprit des gens à l'époque. Donc, après la guerre, donc, après la mort de M. Ginsburg, c'est M. Armand Bloch, de la maison Valentin Bloch, le frère aîné de Chauge Bloch, qui est devenu président.
toujours avec Lou Dreyfus comme vice-président, M. Georges Bernheim, je crois Benjamin Plochas, M. Natarain et M. Rose, l'architecte. J'ai rien de spécial à vous citer de cette époque. Après M. Armand Bloch, je crois que c'est M. Léopold Lévy qui est devenu président, qui était le père de Gaston, qui est mort jeune, malheureusement. Et après M. Léopold Lévy, c'est M. Max Lazare, qui est devenu président, avec comme collaborateurs M. Léon Villard, ici présent, Georges Bernheim, Edmond Haas, Nathan Rhein, je ne sais pas quels étaient les autres, je ne me souviens plus. Julien Bloch, Et Georges Kahn. Et Schwabheim, parfaitement. Maurice Ullmann. C'est d'ailleurs sous la présidence de Max Lazare, je crois qu'on a construit la maison communautaire. Hein? Oui. Je crois que j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne l'administration. Si j'ai oublié quelque chose ou quelqu'un, si celles ou ceux qui peuvent se rappeler de cette époque ont quelque chose à rajouter, qu'ils le disent. Bon, je vais passer alors aux membres, aux choses, à l'organisation du culte. Vous avez entendu parler tout à l'heure du rabbin Blum, que nous, de notre génération, avons très bien connu, puisque c'était notre rabbin, qui avait pris la succession du rabbin Mock, qui était le père d'Aaron Mock. M. Blum, qui était rabbin, alors, je crois, jusqu'en 1920, hein, ou quand est-ce qu'il est décédé? Oui, par là, 1920. Il a été, le rabbin qui l'a remplacé était l'actuel grand rabbin de France, le rabbin Kaplan. À ce propos, je dois vous dire que le rabbin Kaplan a fait l'entrée à Mulhouse avec les troupes françaises en 1918, comme sergent, arme sur l'épaule, avec le sac au dos. Il a passé, si vous ne savez pas ça, il a fait l'entrée à Mulhouse avec les troupes françaises comme soldats. D'ailleurs, à ce propos, je me souviens qu'il y avait beaucoup de nos corréligionnaires sur le balcon rue du Sauvage du café de la Cigogne, qui est actuellement le Hugues, le café de Hugues, et qui ont vu défiler ces troupes, évidemment avec un enthousiasme indescriptible. Après M. Kaplan, c'est M. Hirschler qui a été choisi comme rabbin de Mulhouse. Alors là, je crois que vous avez déjà beaucoup plus de souvenirs, vous qui êtes présents, vous connaissez son activité. Il a été nommé tout juste avant la guerre grand rabbin de Strasbourg, du Bas-Rhin, et malheureusement, il a subi le sort de beaucoup de nos corréligionnaires, il a été déporté. Vous connaissez son activité qui était telle, et surtout pour la jeunesse, puisqu'il a réussi à obtenir que des jeunes ont exigé de leurs parents de faire le kidouche le vendredi soir, et etc. Enfin bref, d'avoir à nouveau une activité ou de reprendre les vieilles habitudes juives, religieuses, ce qui était déjà assez remarquable pour l'époque. Comme ministre officiant, il y avait avant 14, jusqu'en 1916, il y avait M. Kahn, qui était un chanteur très très connu, enfin il avait une très belle voix. M. Lanz avait engagé l'opéra pour le faire venir ici comme rabbin. C'est ça. Il y avait ensuite mon père, que M. Isaac Lanz est venu chercher à Cernay en 1891,
venu le chercher. Ensuite, il y avait, comme vous savez tous, un chœur à Mulhouse. Attendez, ça viendra plus tard, ça. Il y avait, je vous parle d'avant 14, ou jusqu'en 1920, si vous voulez. Monsieur Kahn est décédé en 1916, il a eu aussi des funérailles à la synagogue, où tous les ministres officiants d'Alsace, même monsieur Heimann de Strasbourg, étaient là. Et enfin bref, c'était aussi un enterrement assez impressionnant. Monsieur Kahn était entouré sur l'Allemagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, comme l'Allemagne était constituée avant 1938. Hein? Il y avait... Ah non, oui, il était à la même place, mais ce n'était pas tout à fait disposé. Il y avait une place plus grande pour le chœur, il y avait une place pour les solistes, il y avait une place pour le chef de chœur, etc. Et en dessous, il y avait l'orgue. Le chœur, au début, était, comme moi je me souviens encore, était dirigé par M. Rueff. M. Rueff, vous avez peut-être connu ses filles. Lucie Rueff qui donnait des leçons de piano, et Jeanne Rueff qui donnait des leçons de violon. Et l'autre, la troisième, qui était même décédée il n'y a pas si longtemps que ça à l'hospice. Il a été remplacé par Borchner. Chez Borchner quand il est décédé. Il y avait comme soliste, il y avait M. Elie Goldschmidt comme ténor, M. Levaillant comme basse. D'ailleurs, M. Levaillant, c'était le grand-père du journaliste. Le père, c'était Nathan Levaillant, qui était représentant d'abord chez les Landes et ensuite chez les Valentin Bloch. Il y avait un chœur, naturellement, composé de jeunes gens. Nous avons ici, je crois, vous êtes le seul représentant ici dans la salle, hein, M. Schwab, hein, qui a fait partie de ce chœur. Vous étiez combien? 10, 12 chœurs? Une vingtaine. Une vingtaine même. Il y avait Arthur Dreyfus, je crois aussi. Il y avait Reininger. Reininger. Adolescent, c'est venu plus tard. Pour le moment, on n'avait que des garçons à l'époque, avant 14. Seulement des garçons. Et avant l'entrée des offices, vous vous mettiez en rang et vous entrez avec un collet blanc, oui, et une soutane. C'est ça. Oui. L'assistant, c'était un chapeau Et de M. Elie, ils sont du tout pour faire les catchs. Les deux fils, Émile et Jean, tous les soirs. Parce que moi, j'étais par hasard à ce moment-là en deuil pour mon pauvre père en 1909. Et ils sont venus tous les soirs. Et c'était bien. Oui, je m'excuse. Et je dois dire qu'à l'époque, l'assistance aux offices était grande. Le samedi soir et le vendredi. Et le vendredi soir et le samedi matin, la choule était pleine. À plus forte raison, aux grandes fêtes, on refusait du monde. Il y avait des gens debout. Et tout le monde... Grandes fêtes, on refusait du monde. Il y avait des gens debout. Et tout le monde... Voilà, non, forcément. Et puis tout le monde était soit en haute forme ou en melon. Hein? Tout le monde était en haute forme et en melon. C'était des cérémonies impressionnantes. Pour ne pas retarder, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, l'administrateur, enfin le directeur du cimetière était M. Benoît Goldschmidt. La communauté a choisi M. Wolf comme Premier ministre officiant. Alors je crois, sous sa chose à lui,
il y a eu un chœur mixte où il y avait Germaine Dreyfus qui chantait très bien. Et quand mon père a pris sa retraite en 1933, la communauté a choisi M. Heimdinger comme ministre officiel. Il faudra aussi que je vous dise un mot des secrétaires, bien entendu. Avant 14, c'était un M. Bloch qui était le secrétaire. Après lui, c'était M. Ludwig, M. Borchner a aussi fait le secrétaire à un certain moment. Borchner a aussi fait le secrétaire, oui. Mais ce Ludwig, il a été finalement mobilisé en 1916 ou 17, et à peine qu'il était arrivé au front, il est tombé, il a été tué. Et après la guerre, c'est monsieur Emmanuel Wahl, le père de notre ami Salival. Et après lui, c'était monsieur Rhein, Joseph Rhein jusqu'à la guerre. Secrétaire. Borchner, oui, mais après lui, il y avait monsieur... Oui, mais... Hein? Après la guerre. Après la guerre. Après la guerre. Nous arrêtons en 1939. Tout à l'heure, Paul Jacob vous a donné déjà quelques indications sur les sociétés qui existaient. Fraternitas, Progressia, je ne reviens pas là-dessus, ainsi que l'Abri, Blau-Weiß, tout ça. Vous avez... Oui, ça... Attendez, est-ce que je les ai après? Les lycées, écoles. Ça va venir. Les sociétés, il y avait donc, en dehors des sociétés énumérées tout à l'heure, il y avait une société qui s'appelait la Société des jeunes gens, dont M. Aromo qui était président. Maître Nordmann faisait partie du comité, ainsi que Émile Kahn, qui était le fils de M. Kahn Ferplantier. Hein? Georges Kahn et moi-même. Il y avait la Société des enfants d'Israël qui était présidée par M. Max Lazare et dont le moteur était M. Hulman, greffier, devenu juge, après Maurice Hulman. C'est votre Jacob qui vous en a parlé. L'Hospice israélite avait comme président M. Emile Hans. Et qui a été, oui, qui se trouvait à l'époque de rue Coquelin. C'est en 1930 qu'on avait acquis, enfin on avait acquis avant, mais qu'on a déménagé à Pfastatt. Et je me rappelle qu'en 1927 déjà, on a commencé à ramasser des fonds. Moi personnellement, en ma qualité de fondé de pouvoir de la maison Landsfer, je me suis amusé à aller voir beaucoup de fournisseurs de la maison Lands, des non-juifs, je vous dirais, des non-juifs, et je dois dire que j'ai trouvé partout, sans exception, un très bon accueil, et on a ramassé pas mal d'argent. La suite a été prise par M. Emmanuel Schwab, je crois, hein? Après M. Milan, c'était M. Emmanuel Schwab, qui est devenu président, avec Fernand Lévy comme trésorier. Après le départ de Fernand Koch, qui était le sous-directeur ou directeur de la Société Générale, c'est Fernand Lévy qui a été nommé trésorier et qu'il est resté assez longtemps en devenant encore président pendant 15 ans. Dans les lycées et dans les écoles, il y avait aussi bien pour l'instruction religieuse des rabbins que des professeurs. Moi, je me souviens du rabbin Meyer de Tam, auquel notre ami Villevivre, dont on a parlé tout à l'heure, a fait les misères les plus extraordinaires. Il était vraiment... Ensuite, le rabbin Bloch a pris la suite de Dornac. Il y avait le rabbin Schuller. Le rabbin Schuller. De Saint-Louis. Ah bon? Il y avait le rabbin Poilerchek d'Alkirch. Oui, mais ils sont venus plus tard. Et ensuite, il y avait des instituteurs. Il y avait M. Schwartz, le beau-père de Mme Schwartz qui est là, M. Gabriel Schwartz. Il y avait M. Lévy. Hein? Hein? Oui.
quand je... Je mettais la chine dans un bout de papier. Et je me souviens, si on se permettait quoi que ce soit, il avait des mains énormes, ce monsieur Lévy. Hein? C'est très grand, il avait des mains énormes. Je vous garantis que, hein, s'il attrapait une gifle de gosse, hein, il la sentait. Et M. Schwartz avait à peu près pour taper sur les mains. Calme. Maintenant, s'il y avait un d'autres professeurs, je me souviens. Parce que vous avez déjà noté. Bien entendu, tous ces messieurs ont aussi donné des leçons ici à la Choule. Hein, le dimanche matin. Jeudi et dimanche. Le jeudi, avant 14, il n'y avait pas de jeudi. Chez les Allemands, on n'avait pas de jeudi. C'était mercredi après-midi et samedi après-midi qu'on avait libre, n'est-ce pas? Et je vous dirais à ce propos, puisqu'on parle du temps allemand, je vais évoquer un souvenir personnel, c'est que non seulement dans les lycées et dans les écoles, nous avions les premiers jours, quand il y avait un Yom Tov comme Rosh Hashanah, Pessah, etc., le premier jour on avait entièrement libre et le deuxième jour le matin. Et on était presque obligé d'aller aux offices. Et à ce propos, je peux encore vous citer un autre souvenir, c'est que les militaires, tout ça du temps allemand, avant la guerre, 14-18, qui faisaient leur service militaire à Mulhouse, les Juifs, quand il y avait une fête, eh bien, les Allemands les amenaient en casque à pointe, en grande tenue, à la Schule, à l'office. Conduits par un sous-officier non juif, qui les accompagnait jusqu'à la porte de la synagogue, il les faisait entrer, ils restaient dehors, il faisait les 100 pas dans la cour de la synagogue, il attendait la fin de l'office et il les ramenait nouveau à la caserne. C'est passé du temps allemand. C'est quand il venait le soir, mais le matin, c'était comme ça. Oui, c'était obligatoire. Et je dois aussi rajouter ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'école de travail qui venait les Shabbat et les Yom Tovim, hein, en tenue, en costume. Oui, et tous les jours de fête, en tenue, et ils avaient leur place des deux côtés d'un même. À propos du docteur Camille Dreyfus, je dois ajouter une petite chose. Quand il est venu à Mulhouse comme étudiant, vous savez qu'on était rationné, on souffrait de la faim pendant la guerre de 14-18. Et on avait des tickets, justement à partir de 15 ou de 16, je ne me rappelle plus exactement quand ça commençait. Et naturellement, la Grèce faisait aussi défaut aux Juifs qui étaient pieux encore et qui consommaient que des aliments cachers. Et en Allemagne, on a fabriqué une margarine sous surveillance rabbinique qui s'appelait Tomor. Oui. Si vous vous souvenez de ça. Eh bien, c'était Camille Dreyfus comme étudiant qui était chargé au bureau de la communauté de la distribution, était obligé de pointer les tickets et tout ça. C'est lui qui donnait la ration à chacun qui se présentait. Alors des souvenirs qui vous restent. Et alors, comme a dit tout à l'heure, comme vous avez entendu tout à l'heure, il y avait les Juifs de Mulhouse, on les trouvait dans tous les corps de métier, dans toutes les choses. Je ne sais pas si Marcel a noté les artisans, tu les as notés? Bon, alors, je te laisse la parole, moi j'ai terminé. Si quelqu'un a encore une question,